Bonjour tout le monde et bienvenue à la capsule numéro 3 de Mademoiselle C, qui est en fait la deuxième partie et la fin de ma capsule sur le pont Jacques-Cartier. Avant de commencer, je veux quand même mettre une chose au clair. Hier, je me suis réécoutée et j'ai vu, il y a un endroit où est-ce que je dis 2 fois 4 hivers quand je parlais du chemin de fer sur le pont de glace. 4 hivers, la liaison est très mauvaise puisqu'à la fin de 4, c'est sûr et impossible qu'il y ait un S. Donc, pardonnez-moi cette erreur de français. Maintenant, alors, je vous ai quitté hier en vous disant que la construction du pont Jacques-Cartier débute au mois de mai 1925 et elle se terminera en mai 1930, donc elle aura duré 5 ans, presque jour pour jour d'ailleurs. Et fait intéressant, le pont a coûté moins cher qu'ils avaient prévu, ça n'arrive plus jamais ça, et a été construit en 1 an et demi plus vite que prévu. Donc ils avaient prévu environ 6 ans et demi pour le construire, ce qui est vraiment un exploit. Maintenant, dès l'ouverture du pont Jacques-Cartier, il y avait un péage. Il fallait payer pour l'emprunter. Et bon, là, je vous ai fait une liste des différents prix qui étaient demandés pour quiconque voulait traverser. Donc là, vous le voyez, là, un piéton, un cycliste, un motocycliste. Mais j'ai mis en couleur et en plus gros la preuve de l'époque, véhicule à traction animale, donc n'importe quel véhicule qui était tiré par un animal. Là, le montant était différent si c'était tiré par 1, 2, 3 ou 4 animaux. Une citerne d'huile tirée par 2 animaux. Un véhicule tiré par un chien ou une chèvre, c'était 15 sous. Un animal seul ou en troupeau, de 3 à 15 sous, dépendant de l'espèce de l'animal, et une brouette, 15 sous. Là, à savoir si la brouette traversait tout seul, ça m'étonne. Mais bon, une brouette plus la personne, ça devait être 2 montants qu'on accumulait. Je trouvais ça assez cocasse. Ensuite, là, c'est ça, je vous montre une image. Donc, à partir de 1930, il y a un péage. Par contre, à partir de 1959, on fait un péage automatique dans des machines comme celle-là sur le pont Jacques-Cartier. Mais ça durera seulement 3 ans. Donc, en 62, sous la pression populaire, les citoyens réclament vraiment que ce soit gratuit de traverser le pont Jacques-Cartier. Alors, on abandonnera le péage. Pourquoi on avait fait un péage automatique en 59? C'est qu'il y avait eu vraiment beaucoup de vols de la part des caissiers, en fait, qui travaillaient à récolter le péage là, des gens. Donc, ils l'ont mis automatique. Alors là, j'ai une image d'un automobiliste là, qui passe et qui jette son 25 sous dans la petite caisse. Maintenant, aujourd'hui, il y a 5 voies sur le pont Jacques-Cartier, 5 voies de circulation. Au départ, il n'y en avait que 3, puisqu'il était large pour en contenir 5, mais il y en avait 3 au centre et les 2 chaque côté étaient prévus pour aménager des rails de tramway qui ne se sont jamais faits finalement. Il n'y a jamais eu de tramway sur le pont Jacques-Cartier, puisque c'est dans les années suivantes que tranquillement le tramway est devenu de moins en moins un véhicule qu'on utilisait. La voiture a commencé à prendre beaucoup de popularité. Donc, c'est devenu les 2 voies supplémentaires, des voies pour les voitures aussi. Une 4e, dans un premier temps, qui s'est ouverte sous Jean Drapeau lorsqu'il était maire de Montréal. Donc, mes élèves, Jean Drapeau, on le connaît bien. On a vraiment, vraiment étudié beaucoup toutes ces grandes réalisations comme maire. Et une 5e voie plus tard. Le pont change de nom. Je vous avais laissé sur un petit suspense hier soir en vous disant que le pont ne s'était pas toujours appelé le pont Jacques-Cartier. Effectivement, au départ, en 1930, il s'appelait le pont du Havre. C'est en 1934, donc pour les 400 ans de la découverte du Canada par Jacques Cartier, justement, qu'il y a des gens qui ont fait une pétition en disant nous, on aimerait qu'à partir de 34, pour le 400 ans de Jacques Cartier, qu'on donne son nom au pont. Et ça a été accepté. Donc, voilà, 4 ans plus tard, le pont est devenu le pont Jacques Cartier. Fait intéressant que je vais vous faire remarquer, Jacques Cartier, quand on l'écrit comme le nom d'un pont ou le nom d'une rue, on met un trait d'union. Mais Jacques Cartier n'avait pas de trait d'union, évidemment. Là, dans un prénom, on ne met pas un trait d'union entre le prénom et le nom de famille. Et une petite anecdote, le pont Jacques Cartier, lorsqu'ils l'ont construit,
ils n'ont pas mis une pancarte à l'entrée du pont qui écrivait son nom, puisque c'était le seul pont qui n'était pas un pont ferroviaire. Tous les autres ponts, comme le pont Victoria, par exemple, qui était déjà construit, étaient des ponts ferroviaires, c'est-à-dire avec un chemin de fer dessus pour que les trains puissent voyager dessus. Le pont Jacques-Cartier était le seul pont qui n'avait pas de chemin ferroviaire. Donc, on a trouvé inutile de le nommer, puisqu'il était facilement reconnaissable en étant le seul à être seulement pour les véhicules. Donc, la seule pancarte qu'il y avait à l'entrée du pont, c'était pont et en anglais bridge. Donc, on le mettait en français et en anglais. Mais les francophones à Montréal, qui ne parlaient pas anglais, ont durant des années pensé que le pont s'appelait bridge. Donc, les francophones unilingues, dans les années 30, disaient « Ah oui, le pont là, c'est le pont bridge ». Petite anecdote. Le pont croche, bien, je vous avais parlé aussi hier, je vous expliquerai pourquoi. En fait, il y a 3 courbes dans le pont Jacques-Cartier. Là. Il y en a une ici, il y en a une ici, puis il y en a une troisième que je n'arrive pas à identifier. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est que, bien, sur la photo, ce que je veux vous dire, en fait, c'est qu'il y a une des courbes qui est en raison. Il y a 2 courbes en raison vraiment de la logique de construction. Là. Une qui était pour suivre c'est comme il passait ici, il fallait continuer de suivre le courant pour pas que les piliers soient comme un peu à contre-courant. Donc, on lui a fait faire une courbe comme ça. Une deuxième courbe pour qu'arrivé à la fin du pont, il puisse vraiment arriver exactement vis-à-vis la route déjà existante. Donc, on lui a fait une deuxième courbe pour qu'il puisse s'aligner exactement avec la route. Mais la troisième courbe, en fait, elle a été causée par un monsieur... Attendez... Tadadam, M. Hector Barsalou. M. Hector Barsalou possédait une usine à savon, les Savons Barsalou, et son usine était juste au pied, à l'entrée du site où on voulait construire le pont Jacques-Cartier. Quand on a demandé aux propriétaires de tout ce territoire-là de se faire exproprier, tout le monde a accepté, sauf M. Barsalou. Et jusqu'à la toute fin, il a refusé de céder à la ville en disant « Moi, j'accepte pas, le montant que vous me donnez, je le trouve insuffisant et je refuse d'être exproprié. » Alors, on a dû retourner à la table à dessin et refaire le tracé du pont pour faire une courbe qui contournait l'usine à savon de M. Barsalou, puisqu'il refusait de partir de là. Voilà. Depuis ce temps-là, les règles d'expropriation, la loi, à partir de ce moment-là, elle a été modifiée, ce qui fait que maintenant, pour refuser d'être exproprié, c'est vraiment rare, ça prend des exceptions très spécifiques et ça n'arrive pratiquement jamais là. On a pratiquement, avec la nouvelle loi, enlevé les droits aux gens de refuser d'être expropriés. Et tout ça, ben, c'est parce que M. Hector Barsalou avait vraiment la tête dure. Son usine, elle est toujours là présentement. Elle est située au 1600 avenue de Lorimier. Alors, vous voyez, ça, c'est en 1925 et c'est aujourd'hui le même bâtiment. En conclusion, là, je vais vous parler un peu de M. Jacques-Cartier quand même, qui est, bon, il est reconnu pour la découverte. Hein, c'est lui qui a découvert l'Amérique, en fait. C'est le premier Européen à avoir découvert l'Amérique, puisque l'Amérique avait déjà été découverte avant. Il y avait des peuples qui vivaient ici. Donc, il est célèbre pour ça aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. En effet, Jacques Cartier a fait 3 voyages ici. Et lors de son 3e voyage, à un moment donné, il s'approche près de la rivière Cap-Rouge, donc près de où se situe Québec présentement, la ville de Québec. Et il voit que ça scintille au loin, donc il s'approche et il voit de l'or et des diamants. Donc, avec les Amérindiens du coin, il dit « Aidez-moi à en ramasser le plus possible, je dois absolument ramener ça en France ». Puisque, en fait, le but des expéditions puis des explorateurs dans ce temps-là, les rois finançaient les explorateurs pour qu'ils aient trouvé des richesses ailleurs. Alors là, Jacques Cartier se dit hey, « J'ai trouvé de l'or et des diamants dans le Nouveau Monde et il faut que j'en ramène le plus possible. » Par contre, arrivé à la cour de France, débarque ses diamants et son or trouvés près de la rivière Cap-Rouge
Et on fait expertiser ces métaux-là et on découvre que, ces métaux-là, ces joyaux-là, ces pierres-là, en fait, et on découvre que c'est de la pyrite et du quartz. Ce ne sont pas des diamants et de l'or. Donc, toute la cour de France a ri de lui et très, très humilié de ça. Jacques Cartier a plus jamais reçu de sous du roi de France pour faire d'autres explorations et d'autres expéditions. Il est retourné chez lui, dans sa maison, et il est mort là. Où est-ce que... Oui, il y a des gens qui ont continué d'aller chercher des informations parce qu'il y avait énormément de connaissances. Lui, il avait écrit de nombreux ouvrages sur ses explorations. Il avait fait des cartes, il avait cartographié beaucoup de territoires au Canada. Donc, il est resté quand même une personne chez qui on allait chercher des conseils et des connaissances, mais il n'a plus jamais eu d'argent du roi pour faire des expéditions. Donc, c'est à cause de ces fameuses pierres-là qui n'étaient pas des diamants et pas de l'or, qu'on a appelé cet endroit-là où il avait trouvé son quartz et sa pyrite, ça s'appelle le Cap Diamant. Et c'est pour faire un petit clin d'œil au fait que Jacques Cartier croyait qu'il avait trouvé des diamants à cet endroit-là, à Québec. C'est la colline où se trouve la citadelle de Québec, d'ailleurs. Et il y a une expression qui est née de ça, faux comme les diamants du Canada. Donc, quand on dit ça à quelqu'un, hey, ce que tu me racontes là, c'est faux comme un diamant du Canada. C'est en réponse, ça vient vraiment de la France. En fait, cette expression-là, elle est née après que Jacques Cartier soit arrivé à la cour avec ses faux diamants. Donc, quand on utilise cette expression-là, ça ridiculise un peu Jacques Cartier, en fait. Donc, c'est ça. Il s'est retiré dans son domaine près de Saint-Malo, en France, suite à cette humiliation-là. Il s'était marié, M. Jacques Cartier, à Mme Catherine Desgranges en 1520. À ce moment-là, elle avait 20 ans, lui, il avait 29 ans. Ils ont une plaque d'honneur pour le couple qui se trouve à Saint-Malo en France. Donc ici, on voit Jacques Cartier et Catherine. Et ça, c'est à Saint-Malo en France. Saint-Malo, d'ailleurs, c'est de ce port que sont partis la très grande majorité des colons de France pour venir s'installer en Nouvelle-France chez nous. Donc la plupart de nos ancêtres à nous viennent de Saint-Malo, ou à tout le moins sont partis du port de Saint-Malo. Catherine Desgranges est décédée en 1575 à 75 ans et M. Jacques Cartier, lui, est mort en 1557 à 65 ans sans descendance, donc ils n'ont pas eu d'enfants. Par contre, Jacques Cartier avait un frère, Pierre, qui a eu 2 enfants, qui a eu plusieurs enfants, mais dont 2 fils, Pierre et François. Pierre n'a pas eu de... Il y a eu de la descendance, mais sa descendance, sa lignée s'est arrêtée dans les années 1800, alors que François Cartier, le neveu de Jacques Cartier, sa descendance est retraçable encore aujourd'hui. Mais une descendance directe de Jacques Cartier, il n'y en a pas. Alors, voilà, il reste des cartes et des ouvrages du travail de Jacques Cartier. Et nous, on a un pont nommé en son honneur, en son hommage. Et voici le pont Jacques Cartier en 1930 et notre pont Jacques Cartier aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il était tout près du Pied du Courant. Ça sera le sujet de ma prochaine capsule, le Pied du Courant, qui était une prison à Montréal dans laquelle a été enfermé Monsieur de Lorimier, le chevalier de Lorimier. Je vous ai dit que l'usine à savon de M. Barsalou était au 1600 rue de Lorimier et c'est tout près de là. Et c'est pas pour rien que la rue de Lorimier, elle est tout près du Pied du Courant qui était la prison de Montréal. Le sujet de ma prochaine capsule. Au revoir.